Alors, vous dirigez Ramonville depuis presque 19 ans aujourd'hui. C'est donc 18. 18. En fait, c'est parce que si on compte logiquement, entre 2008 et 2026, ça fait 18 ans. Voilà. Donc, c'est quand même un petit moment que vous êtes maire de Ramonville. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de repartir encore La jeunesse de sur- l'expérience. Ouais, c'est-à-dire. Ben, Dites-moi en plus. l'expérience, c'est celle d'un élu de terrain qui est au service de ses concitoyens depuis plusieurs mandats maintenant. Et la jeunesse, c'est celle d'un tête de liste qui reste le plus jeune tête de liste proposé sur ces élections municipales à Ramonville. La jeunesse de l'expérience, c'est la combinaison de la volonté politique pour pouvoir travailler ensemble, construire des projets en direction de la bifurcation écologique, de l'éducation, de la culture, et on reviendra sur ces thèmes si vous le souhaitez, etc., etc. Et en même temps, le dynamisme de la jeunesse et d'une équipe renouvelée, puisque 50% de cette équipe est totalement renouvelée pour pouvoir se mettre et continuer à se mettre au service de nos concitoyens. La jeunesse de l'expérience, c'est la capacité de pouvoir s'assurer que nous sommes dans le sérieux de ce que nous proposons, dans le sérieux de ce que nous réalisons, et en même temps, la jeunesse et le renouvellement pour pouvoir donner du dynamisme et de la force. D'accord. On peut se demander si au bout de 18 ans, il n'y a pas une forme de lassitude, si l'envie est toujours là. Est-ce que vous avez l'impression que je suis sans envie? Est-ce que vous avez le sentiment que j'ai pas cette dynamique-là? Est-ce que vous pensez que je suis sans idée? Quand on regarde le programme que nous proposons, on a des propositions qui sont issues de ce que nous avons construit, mais qui sont aussi des propositions nouvelles, et qui sont surtout issues de la co-construction que nous avons eue avec nos concitoyens sur le terrain. Parce que Ramonville, pour tous, c'est d'abord cette construction autour de la question de la démocratie participative, d'arriver à faire en sorte que l'on puisse déployer des projets avec nos concitoyens. Et pour ça, il faut de la force, il faut du dynamisme. Et je vous garantis, les Ramonvillois qui me connaissent le savent, que cette dynamisme et cette force-là, je l'ai parce que je suis quelqu'un qui est engagé sur ses valeurs politiques, engagé aussi sur le terrain. Ouais. Alors on va évidemment parler de la démocratie participative. On en a déjà, on l'a déjà évoqué la première fois qu'on a fait une interview ensemble. C'était par téléphone. Et évidemment, une grande partie du programme que vous allez proposer, on va pas voir tous les points parce qu'il y en a beaucoup. Mais Je vous confirme, on va voilà, beaucoup travailler pour arriver à avoir un programme complet. on va essayer d'être le plus exhaustif possible. En attendant, il faut quand même que je vous pose cette question, c'est celle de l'alliance politique, puisque vous avez une liste qui comprend une grande partie de l'arc des partis de gauche, et vous avez fait le choix de vous associer avec la France Insoumise. Vous savez que ce mouvement aujourd'hui est au cœur de polémiques nationales, des prises de position de plus en plus problématiques avec des dérives sémantiques de Jean-Luc Mélenchon, des déclarations de copinage et des copinages de Rima Hassan. Je ne vais pas faire la liste de toutes ces choses-là. Alors, Est-ce que l'alliance avec LFI, qui pose un problème, notamment par exemple au Parti Socialiste aujourd'hui sur le plan national, Écoutez, est-ce que c'est quelque chose la meilleure qui vous pose réponse, problème? la meilleure réponse, vous l'avez ce matin dans la présence de Sébastien Vecini à mes côtés, et président du département, socialiste de son État. Personne ne pourra contester que c'est un socialiste. Donc la réponse, vous l'avez là. Moi, je suis un homme politique de gauche, et j'assume d'être un homme politique de gauche. Et donc j'ai proposé à l'ensemble de l'arc de la gauche de venir nous rejoindre dans ces élections municipales. Et effectivement, on a des militants de la France Insoumise qui sont venus sur cette liste, 3 en l'occurrence. Mais je ne fais pas des militants des parias. Et moi, je suis dans la logique de la volonté et des valeurs politiques que l'on porte et pas celles des chefs à plumes. Alors, on est en local, ces militants, ils sont engagés à nos côtés, mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne relevez pas, par exemple, que nous avons le mouvement républicain et citoyen qui est présent ici. Il ne pose pas les mêmes problèmes Mais justement, aujourd'hui vous pourriez vous poser, mais justement, vous pourriez vous poser la question de savoir comment est-ce que c'est possible à Ramonville, et que c'est vraiment quelque chose de très particulier, que l'on puisse avoir des socialistes, du mouvement républicain et citoyen Mais qui c'est se la question que je retrouvent vous pose, autour d'une liste, et je vais vous y répondre. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous regroupent? Quelles sont les valeurs éventuellement qui pourraient nous séparer? C'est le premier travail que nous avons fait dans la construction de cette liste. Quelles sont les valeurs qui nous regroupent et quels sont ce qui pourrait poser problème entre nous? On l'a posé, on s'est mis d'accord, parce qu'il y a des différents sujets qu'on peut aborder. Et c'est comme ça qu'on a la construction d'une liste qui a de la force et avec des valeurs. Parce que ça veut dire que pendant 7 ans, on sait comment on va 6 ans, pardon, on sait comment on va travailler ensemble. Une dernière chose que vous dites pas, c'est est-ce qu'on pense qu'on peut vraiment mentir à nos concitoyens sur la question de l'indépendance des listes? Moi, j'ai un vrai sujet là-dessus. L'indépendance des listes, ça n'existe pas.
C'est ce que j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises. Vous connaissez cette formule de François Mitterrand. Quand on dit qu'on est indépendant, on n'est ni de droite ni de gauche. Non, on n'est ni de gauche ni de gauche. Parce que dans cette liste-là qui est présentée comme indépendante, c'est d'abord de la droite, Là, de la droite vous parlez dure, aussi de libre. mais c'est aussi une liste qui porte en son sein des gens qui sont engagés ou très proches des réseaux d'extrême droite. Et donc, il faut quand même le porter et le dire à nos concitoyens. Parce que sinon, on leur ment. Parce que la politique qui va être mise en place sur Amonville, qu'elle soit une politique de gauche ou une politique de droite dure, ne sera pas la même politique pour le quotidien de nos concitoyens, en termes de services publics, en termes d'éducation, en termes de culture. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez une famille nombreuse qui a tout à fait le droit, met ses enfants l'ensemble de ses enfants dans le privé, comment est-ce qu'on peut penser que ces personnes-là vont défendre et soutenir l'éducation publique à Ramonville, le projet éducatif de territoire, par exemple? Parce qu'ils n'ont pas une conception qui est une conception commune de ces valeurs que nous portons. Ce qui veut dire que la politique va être différente. Et aujourd'hui, ce que les Ramonvillois aiment en termes de vivre ensemble, c'est cette capacité à créer de la mixité, mais c'est aussi cette capacité à porter des projets qui font en sorte que l'on puisse se retrouver toutes et tous au travers d'un projet éducatif de territoire qui apporte de l'ouverture à celles et ceux qui sont les plus défavorisés, mais aussi à celles et ceux qui sont les plus favorisés, parce qu'on traite tout le monde de la même façon à Ramonville. Sauf que quand vous avez une politique de droite et de droite dure, vous créez des clivages, et ces clivages-là, politiques, ils sont portés parce que, effectivement, on a des candidats, des colistiers, qui ne considèrent pas que la mixité sociale, l'action sociale, la justice sociale, la capacité de se retrouver, de créer de la joie, est possible dans une ville. D'accord. Je vous ferai remarquer qu'il y a des familles de gauche qui mettent aussi leurs enfants dans des écoles privées. Je vous donne juste un exemple pour que vous ayez... C'est-à-dire que si cette personne, demain, elle est aux responsabilités de l'éducation sur la ville de Ramonville, comment pensez-vous qu'elle puisse porter sur le fond un projet politique, qu'il soit un projet politique émancipateur, public, alors qu'elle n'est elle-même pas convaincue, ou cette personne n'est elle-même pas convaincue de ce résultat-là? D'accord, très bien. Alors, c'est juste une question de logique politique. d'accord. La logique politique des gens de droite, je la respecte, mais il faut l'assumer vis-à-vis des électeurs ramonvillois et ne pas leur mentir. Très bien. Alors, on va passer sur un autre sujet. En plus, on va évacuer les questions politiques, politiciennes. Il n'en demeure pas moins qu'on vous a reproché un manque de neutralité de l'espace public, notamment lorsque vous avez mis sur la façade de la municipalité. Attendez. Moi, sinon, je vais pas terminer ma question, sinon ça va pas le mais faire. je sais déjà où est-ce que vous voulez. Oui, mais c'est important parce que... Mais moi, je vais vous dire, par monsieur, rapport notamment à nous votre sommes dans les partenariat, élections municipales. Nous sommes dans oui, les mais élections parce que municipales. Ces élections municipales, elles sont là pour porter un projet auprès de nos Et concitoyens. on va en parler. Je vous invite à ce qu'on puisse parler d'éducation populaire, On va en parler, de mais parce que ça bifurcation n'a pas écologique, été d'éducation, négligeable de culture. ce sur quoi C'est ça qui intéresse les Ramonvillois. Oui, C'est ça qui intéresse les Ramonvillois. On est d'accord, et vous avez vu vous-même que j'ai préparé suffisamment de choses pour qu'on puisse en parler. C'est pas la polémique politicienne que Mais vous faites. il n'y a pas de polémique intéresse les politicienne. Ramonvillois. Il n'en demeure pas moins que ça engage aussi Castanet lorsque vous mettez le drapeau palestinien sur Mais, la par façade. exemple, Vous pourquoi est-ce que apportez vous ne un parlez soutien. pas- Attendez, vous pourquoi est-ce que vous apportez ne un parlez soutien pas de Paul Watson. Alors, de la question. Mais vous pourquoi- comprenez ce que mais je je veux dire. comprends tout à fait. Les gens peuvent se dire, J'assume les valeurs peuvent que se je dire porte. et peuvent se sentir. J'assume les valeurs que je porte. Voilà. Je suis quelqu'un. Dites-le. Écoute, c'est pas. mais je c'est vous pas le dis. polémique, quoi. Mais vous voulez faire de la polémique là où Mais il n'y en a non, pas. ce n'est pas Écoutez-moi la bien. polémique. Je suis quelqu'un qui porte des valeurs. Paul Watson, je le soutiens parce qu'il est engagé dans la bifurcation écologique depuis de nombreuses années, dans la protection du vivant. Pensez-vous sincèrement, si on peut parler enfin de bifurcation écologique, de vrais dossiers de fond, On en est que qu'à pour nous. les générations futures, on ne pourrait pas avoir la nécessité d'avoir un engagement qui soit commun et mondial, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Alors oui, nous le soutenons. Et sur la question de la Palestine, mais pardonnez-moi, mais je pense que vous faites une critique qui serait un peu détournée si vous n'aviez pas conscience quand même que le président de la République, et c'est un grand bien, et je l'ai salué publiquement, a engagé la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors oui, c'était une belle chose, il a eu raison de le faire et nous l'avons soutenu. À quel moment est-ce que ça pose des problèmes? Si ce n'est, pardonnez-moi, si ce n'est au préfet de la Haute-Garonne, qui lui-même ne respecte pas, j'allais dire, l'engagement de son propre président et de son propre ministre des Affaires étrangères, qui les deux ont engagé cette reconnaissance. D'accord. Et donc ce n'est pas un sujet
particulier. Ce n'est pas un sujet polémique non plus, puisque vous l'avez clairement dans votre programme, puisque je rappelle que vous avez la volonté de défendre une paix durable et le respect du droit international. Donc c'est une question Toujours. qui se pose. Donc ce n'est pas une question polémique et politicienne, puisque vous le portez vous-même dans le programme. Pourquoi cette question est essentielle? Parce que vous ne pouvez pas avoir sur ces questionnements-là une position qui soit celle qui a été dite, c'est de l'international, ça ne nous regarde pas. C'est faux. Regardez nos concitoyens aujourd'hui. Quand vous avez la guerre en Iran, quel est le premier impact sur les citoyens ramonvillois? Le prix du gasoil. Vous ne pensez pas que c'est important de faire un lien entre la capacité qu'ont les collectivités locales à protéger ses concitoyens contre des mouvements internationaux, contre des crises internationales? Le Covid, c'est qui l'a réglé? La question de l'impact qu'a eu l'Ukraine, notamment la guerre en Ukraine, sur le fonctionnement des services municipaux et sur nos concitoyens, vous ne pensez pas que c'est essentiel? Et donc vous ne pouvez pas avoir une forme de politique qui se dit indépendante, qui ne prend aucune position sur rien de manière complètement biaisée. Pourquoi? Parce que ça concerne nos concitoyens au quotidien. Très bien. Alors maintenant, on va parler justement de votre programme. On va commencer par la santé, si vous le voulez bien, puisque vous avez une proposition, et là, pour le coup, c'est la même que celle de Sylvie Brault, votre opposante, la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Alors moi, j'ai été assez surpris d'apprendre qu'à Ramonville, il y avait des difficultés à trouver des réponses médicales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et pourquoi une maison de santé pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire? Alors, des difficultés, il y en a dans tous les territoires et de plus en plus, notamment liées au renouvellement des générations. Et ce qui est encore plus vrai, c'est que les nouvelles générations n'ont pas la même façon de fonctionner que leurs prédécesseurs. Alors, il y a la nécessité de mettre en place ces espaces de maisons de santé pluridisciplinaires. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est inexistant sur Ramonville. On a déjà une maison de santé qui s'appelle Oseville-Ramonville, qui a été à l'initiative de médecins ramonvillois, avec des professionnels du territoire aussi. Une deuxième maison de santé que nous sommes en train de mettre en œuvre grâce au soutien et au financement de la collectivité notamment, avec une association qui est, alors je ne vais pas pouvoir dire son nom, mais qui est, dont le président est un ancien maire du sud du territoire et qui a été lui-même médecin. Voilà, donc je pense que vous ferez vite le lien, qui soutient en fait les professionnels de santé pour créer, parce que c'est ça l'essentiel, un projet de santé. Vous ne pouvez pas faire de maison pluridisciplinaire si vous n'avez pas de projet de santé. Et c'est bien la difficulté de ce qui est présenté par mes adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment qu'il faut. Le bâtiment, il vient à la fin. Il faut construire un projet de santé qui est un projet de santé qui sera financé aussi par la collectivité et l'ARS, parce que ce projet de santé, il vous permet d'avoir les soutiens administratifs, l'ASALE, que les médecins appellent de leur vœu pour pouvoir avoir un soutien au démarrage avant qu'ils puissent faire leur consultation. Ça, c'est obligatoire. Et puis ensuite, vous avez, parce que sur Ramonville, dans les discussions que nous avons eues avec l'ARS, on a la possibilité de faire 3 maisons de santé. Donc on en a une qui est sur 2 territoires, une seconde qui est portée par cette association avec la mairie de Ramonville qui finance et qui va certainement aboutir dans les mois et les années à venir, et un 3e projet, parce que dans les discussions que j'ai eues avec l'ARS, on a cette logique de dire il faut une maison de santé pour 5000 habitants. 15 000 habitants, donc 3 maisons de santé. Et c'est ça que nous proposons à nos concitoyens. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, on se retrouve dans une difficulté, je pense notamment aux plus jeunes, voire aux plus âgés, sur la question de l'accès aux soins et la possibilité d'accéder à différents soins sur son territoire. Alors vous parlez évidemment d'une politique de santé, vous évoquez la santé dans l'urbanisme, c'est-à-dire l'intégration de la santé dans l'urbanisme dans votre programme, et Airbrui Mobilité. Comment cela pourra-t-il se traduire? Est-ce qu'il y a des projets d'aménagement ou est-ce que c'est justement une espèce de sensibilisation à ces questions-là? Et puis deuxième question, vous envisagez l'ordonnance verte pour les femmes enceintes, il faudrait nous en dire un petit peu plus rapidement. La santé environnementale, c'est essentiel, parce que nos enfants, nos concitoyens, sont soumis à ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens ou des pollutions, qui sont elles-mêmes le résultat, qui entraînent des maladies graves, cancers, etc. Et donc, cette politique-là que nous menons et que nous allons continuer à mener, il faut la mener partout. C'est-à-dire dans les bâtiments publics pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, dans la question de la végétalisation, de la captation du carbone, dans la question des mobilités pour faire en sorte que nos mobilités puissent changer de façon à ce qu'on émette moins de polluants,
On le voit bien d'ailleurs dans les résultats qui sont proposés par l'Atmos. Sur un territoire comme le nôtre, la baisse des NOx a été extrêmement importante. C'est dû à quoi? C'est dû à des politiques de mobilité. Et donc cette santé environnementale, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle se traduit dans tous les documents, que ce soit les documents qui vont qui vont considérer le quotidien de nos concitoyens, je pense à l'accès aux services publics, ou encore dans les documents directeurs. Quand vous faites du coefficient de biotope de surface dans le PLU, vous faites de la végétalisation, vous faites de la captation, vous améliorez les conditions de l'air, voilà. Mais surtout, ce que l'on souhaite mettre en place dans cette cadre de la bifurcation écologique, c'est un plan communal de résilience. Ce plan communal de résilience, il a pour objectif, sur la base d'un bilan carbone, de pouvoir regarder quelles sont nos émissions sur notre territoire, de nous donner les objectifs et surtout de pouvoir penser quelles sont les actions que l'on peut mettre en œuvre autour de la question de l'eau, c'est-à-dire l'eau, comment est-ce qu'on la gère? Alors, ce n'est pas nous qui la gérons directement, c'est délégué, on est d'accord, hein, mais comment est-ce que cette captation de l'eau, y compris sur un territoire comme le nôtre, est possible? Et je vais vous donner deux exemples très simples. La question du Saintagne, du ruisseau Saintagne, essentiel sur notre territoire parce qu'il faut qu'on arrive à gérer ces débordements éventuels, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à désimperméabiliser des sols pour faire de la captation du ruissellement en amont du ruisseau Saintagne. Et ça concerne le quotidien de nos concitoyens. Parce que cette préservation de l'eau, elle est pour demain, mais elle est aussi pour aujourd'hui, pour éviter qu'on ait des difficultés avec ce ruisseau. C'est pareil sur l'air, je l'ai évoqué, par exemple, quand on travaille avec les associations sur des mesures de l'air, ça nous permet d'avoir des indicateurs, ça nous permet de prendre position, par exemple, sur la question des vols de nuit sur notre territoire, puisqu'on est concerné par les vols de nuit sur le territoire, etc., etc. Position d'ailleurs qui n'a pas forcément été reprise partout. Oui, alors puisqu'on est sur l'écologie, puisque vous parlez d'écologie populaire, il faudra préciser ce que ça veut dire, justement, l'écologie populaire. Vous prévoyez une délégation municipale à la condition animale, et puis aussi dans votre programme, vous souhaitez reconstituer des habitats naturels pour favoriser le retour d'espèces disparues localement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Exactement. L'écologie populaire, c'est quoi? Vous pouvez avoir un projet qui soit un projet environnementaliste. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait en tête de pouvoir embarquer nos concitoyens. On a dans toutes les populations des gens qui sont déjà sensibilisés. Quoi, tenir par la main, Non, pas du tout. Qui sont déjà sensibilisés aux questions environnementales et écologiques, qui font déjà pas mal de choses. Et puis on a nos concitoyens qui se disent non, j'ai pas le temps, parce que la pression de l'environnement, parce que quand ils sortent du boulot, ils n'ont pas forcément envie de se poser ces questions-là. Et donc il faut les accompagner. Les accompagner comment? Avec d'abord leurs enfants. Si on sensibilise leurs enfants, on les sensibilise aussi. En faisant des programmes qui soient en capacité, des actions sur notre territoire, qui soient en capacité de leur montrer que c'est possible, comment c'est possible, et comment est-ce qu'on peut le faire de manière, j'allais dire, quand on dit populaire, c'est joyeux aussi. Parce que l'idée, c'est pas de faire une écologie qui soit pour quelques-uns. Il faut que le mouvement, il soit un mouvement global pour l'ensemble de la population ramonvilloise. Et j'allais presque dire, il faut que tout le monde s'y mette. Et donc, on ne peut pas laisser des gens de côté, il faut les faire venir, il faut les engager dans cette démarche-là. L'éducation et l'éducation populaire est un élément important de ce dispositif pour pouvoir former, sensibiliser, développer des projets. Sur la question de la végétalisation, on a des questions autour, par exemple, de quand on fait revenir la nature en ville, comment est-ce que, par exemple, on travaille la question des arbres fruitiers? On a une proposition très intéressante d'ailleurs sur les arbres à coque, etc. Oui, vous proposez 2000 arbres et arbustes. Ça, tout à fait. Ça, c'est une capacité aussi à pouvoir dire la ville est à vous. Et c'est ce qu'on a fait avec le permis de végétaliser qu'on propose là dans ce programme. Le permis de végétaliser, c'est quoi? C'est donner à nos concitoyens la capacité de s'emparer de l'espace public. Et là, vous commencez à créer les conditions du vivre ensemble, comment les gens se retrouvent pour travailler l'espace public qui est à côté de chez eux, planter ensemble, éventuellement avoir un jardin partagé ensemble, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le permis de végétaliser. Ça va dans la même logique que ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la question de l'ordonnance verte, c'est-à-dire que si vous mettez à disposition des vergers dans l'espace public, de fait, vous travaillez la question de l'alimentation. Et je vais faire un point sur cette question de l'alimentation, parce que vous l'avez évoqué. Voilà. L'alimentation est essentielle. Elle fait partie des éléments qui permettent de travailler à la question de la décarbonation.
Le GIEC est très clair. Il faut qu'on puisse décarboner notre pratique à horizon 2050. Sur la question de l'alimentation, il faut que l'on diminue par 2 la consommation de protéines carnées. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a pris des engagements forts avec l'association L214 notamment, sur cette question de la transition alimentaire nécessaire pour nous-mêmes et pour les générations futures, mais aussi en direction de la condition animale. Ça peut être la condition animale dans ce que nous, en tant que restauration scolaire, on prend d'engagement pour ne pas faire appel, par exemple, aux élevages intensifs. Élevage intensif qui pose de gros problèmes sur la question de la condition animale, mais aussi des choses, du quotidien de nos concitoyens. Par exemple, la condition animale, c'est comment est-ce qu'on accueille les animaux domestiques sur le territoire ramonvillois. Et par exemple, avec des caniparks, ça fait partie des axes de travail de cette délégation qui sera mise en œuvre sur le prochain mandat. Très bien. Alors, je précise, pour être tout à fait clair, c'est que vous avez un objectif, c'est 80% de produits bio locaux et labellisés dans les cantines scolaires. C'est pour rajouter un élément sur la question. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un vrai sujet là-dessus. C'est une discussion qu'on a eue avec l'association L214, que moi j'ai interrogé là-dessus. Par exemple, on ne peut pas, et c'est très bien, s'adresser à des labels qui soient en élevage intensif. Donc il faut labelliser. Il faut faire du bio, il faut faire du court. Sauf que vous allez vous retrouver en difficulté sur certains produits. Et donc, la question de la localisation devient, pour moi, l'enjeu essentiel dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on peut proposer 80% de décarbonation. Parce qu'il va falloir qu'on approfondisse et qu'on améliore la question du local. Ce qui pose aussi la question de savoir, est-ce que Ramonville est en capacité de proposer de la production locale? Oui, et c'est pour ça suffisamment de foncier pour pouvoir le faire. Alors, à Ramonville, on n'est pas une terre agricole, on ne l'est plus. Et quand c'était de l'agriculture, c'était de la grande culture, et donc extrêmement négatif pour nos territoires. Mais par contre, ça veut dire qu'on peut travailler sur un projet de ferme agroécologique. C'est 4 hectares qui sont mis à disposition. Alors, ces 4 hectares en direction du maraîchage, ils ne permettront pas, il ne faut pas dire des choses qui ne seraient pas justes à nos concitoyens, ils ne permettront pas de donner l'ensemble des fruits et des légumes à la restauration scolaire ramonvilloise. Mais par contre, on va ici permettre de faire revenir de l'agriculture urbaine, de redonner de l'alimentation locale, que ce soit certainement en partie pour la restauration municipale, mais aussi pour nos concitoyens. Il y a de vrais enjeux, par exemple, quand on parlait de l'ordonnance verte tout à l'heure, de vrais enjeux. L'ordonnance verte, c'est quoi ? C'est en direction des femmes enceintes et des défavorisées, de pouvoir leur permettre d'accéder à une alimentation saine et de qualité pendant l'ensemble de leur grossesse. L'idée, c'est quoi ? C'est d'abord de s'assurer qu'elles puissent avoir cette alimentation saine pendant l'ensemble de leur grossesse, mais aussi qu'elles puissent être sensibilisées et formées pour qu'elles puissent aussi, dans leur quotidien éventuel et celui de leur famille, avoir cette alimentation, c'est-à-dire qu'on sait semer l'avenir. On met une graine pour qu'elle puisse continuer à pousser dans le temps. Oui, il y a toute une dimension donc éducative évidemment dans votre démarche, c'est ce qu'on a compris. On va passer à la cohésion sociale et la solidarité, puisque votre programme prévoit le maintien de 25% de logements sociaux dans la commune. Bon, ça c'est la loi qui le prévoit, hein, évidemment. Mais alors comment pas tout à fait. Atteindre cet objectif, faut être précis. Dans un contexte de pression foncière quand même assez forte. On a vu d'ailleurs la démographie sociale de Ramonville ou de Castanet grimper de façon exponentielle ces dernières années. Alors, il faut être précis. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exponentiel. On va prendre des chiffres et on va essayer de parler concrètement, parce que j'entends des choses qui sont tout à fait fausses. 25% de logement social, vous dites que c'est la loi, c'est pas vrai. La loi Duflot, elle a été remise en cause par la droite. D'accord ? Cette loi Duflot, elle demandait à nos territoires d'avoir 25% de logement social. L'engagement de Ramonville pour tous, c'est effectivement de maintenir ces 25% de logements sociaux sur notre territoire. Mais tout le monde ne s'y engage pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu écrit ailleurs. La vraie logique, elle est laquelle ? C'est que nous avons besoin de mixité sociale sur nos territoires pour faire en sorte que l'on puisse avoir des familles, des enfants, qui font fonctionner nos écoles et nos services publics. Sinon, sans ça, ça ne fonctionne pas. Vous dites que la population de Ramonville a augmenté. Oui, elle a augmenté. Elle est passée de 12 000 habitants à 15 000 sur 18 ans.
C'est une augmentation qui est celle qui est demandée par le SCOT. C'est une augmentation qui est régie par le plan local de l'urbanisme de Ramonville et qui correspond en fait tout simplement à la dynamique du territoire haut-garonnais. En gros, une opération comme Maragon-Floralie, j'ai entendu dire qu'on disait qu'il y avait 900 logements, 658. Là aussi, si on veut penser pouvoir être aux responsabilités d'une collectivité, il ne faut pas dire des sottises. 658 logements qui ont été développés entre 2012 et 2026, en 14 ans. Ce qui fait à peu près une soixantaine de logements par an, un peu moins. C'est ce que nous demande le SCOT. Le SCOT, il nous demande 100 logements par an sur un territoire comme le nôtre. Par contre, vous avez deux logiques d'aménagement. Vous évoquiez Castanet et ce qui a été fait par l'ancien maire de Castanet, notamment l'ancien maire de droite de Castanet, qui a aménagé le territoire en très peu de temps et avec un apport très important de logements sur son territoire. Soit, notre logique, elle n'a pas été la même, elle a été d'avoir un apport de population et de logement au fil du temps, au fur et à mesure. Et pour ça, on a régulé avec notre plan local de l'urbanisme, avec les zones d'aménagement concertées, avec les OAP, la zone d'aménagement concerté pour le parc du Canal, les OAP, de façon à faire en sorte que l'on puisse accueillir les populations au fur et à mesure du temps. Quel intérêt ça a ? Ça a l'intérêt de pouvoir, dans nos écoles, s'assurer que nous ayons des effectifs scolaires qui soient totalement stabilisés sur l'ensemble de la période. Ce qui nous a amené à quoi ? À réouvrir un 5e groupe scolaire, mais ne pas avoir l'obligation d'un 6e groupe scolaire. Moi, j'en discute avec mes collègues de Castanet, je suis assez inquiet, parce que l'apport qu'il y a eu de population très forte à un instant donné et de permis de construire délivré à l'instant donné va amener une adaptation des services publics qui ne pourra pas se faire dans le temps, mais dans l'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour une collectivité à gérer. Donc toute la logique de l'aménagement du territoire, c'est d'aménager au fil du temps, au fur et à mesure, dans le cadre de ce qui nous est indiqué. Dernière chose, parce que on parle beaucoup de la question de l'urbanisation, de la densité. Il faut bien comprendre que la pression foncière que vous évoquiez tout à l'heure, et notamment celle qui est posée par les promoteurs immobiliers, parce que bien souvent on est dans ce qu'on appelle du B2B, on est dans des relations de particuliers à privés et des entreprises entre elles. Comment est-ce qu'on les régule ? C'est par les contraintes que l'on pose. Et nous avons posé des contraintes très fortes, notamment en demandant 70 logements à l'hectare sur notre territoire, alors que je vous le dis très clairement, la promotion immobilière sur Ramonville, elle souhaite plutôt faire 230 voire 300 logements à l'hectare. Et si ça avait été comme ça depuis toutes ces années, je vous garantis que la physionomie de la ville aurait été bien différente, mais il faut avoir de la force pour pouvoir arriver à faire en sorte de faire respecter ces engagements-là. Et surtout, elle aurait été bien différente et surtout là, elle aurait été ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une commune qui aurait grossi de manière exponentielle et non maîtrisée. D'accord. Alors, vous, pour là aussi essayer d'être assez complet, mais encore une fois, je renvoie les auditeurs à votre programme. Vous prévoyez l'habitat solidaire et la colocation intergénérationnelle. C'est important puisqu'on verra ensuite la question des seniors. Là aussi, vous avez des propositions, notamment autour d'un conseil des seniors, et puis on parlera de la navette autour des seniors. Mais qu'est-ce que vous prévoyez comme habitat solidaire et colocation intergénérationnelle ? Très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard. Il y a besoin sur notre territoire de permettre aux seniors de trouver de nouvelles façons de se loger. Parfois, ils habitent dans les grands logements, ils cherchent à déménager, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans une situation, dans un petit logement ou dans un appartement. Voilà. Et donc, on met en relation des jeunes ou des moins jeunes qui vont faire de la colocation avec des seniors, parfois avec des services aussi, et il y a des associations qui travaillent là-dessus. Ça permet de se redonner la possibilité de rester dans une grande maison tout en étant accompagné au quotidien et lutter contre la solitude. Très important, la solitude des seniors parfois peut être catastrophique et notamment quand on a perdu le conjoint ou la conjointe, on peut se retrouver dans une situation effectivement de solitude. Et donc ces dispositifs-là, ils permettent d'y répondre et de répondre à cette logique de lutte contre la solitude et l'isolement des seniors.
D'accord. Alors on passe très rapidement aussi à la navette des seniors parce que votre programme parle d'étudier un covoiturage solidaire et intergénérationnel. La municipalité a supprimé la navette pour seniors, je crois. Alors, non, c'est Madame Sylvie Brault qui propose cette navette des seniors Décidément, en je substitution. ne sais pas si c'est une émission pour présenter, non, 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 mais les propositions de Ramonville pour tous, c'est pour parler de celle, non, pour présenter de celle de Madame vous mets Non, mais devant- je vous taquine, mais je vous mets devant aussi les contradictions qui sont celles Aucune qui sont contradiction, ceux- qui sont aucune ceux contradiction. de vos concurrents. Aucune contradiction. Je vous donc, explique. La différence qu'il peut y avoir, pardon, excusez-moi, Mais avec la navette qui pouvait exister avant, avec si et vous me puis laissez- ce mais bien covoiturage sûr. solidaire et Mais intergénérationnel. je vous explique. Je vous explique. Le coût. D'accord. Madame Brault ne sera pas financer une navette pour les seniors efficace sur son territoire. Pourquoi? Parce que sinon, il va falloir être honnête et pas dire qu'on ne peut pas augmenter la fiscalité sur Ramonville. Parce qu'une navette municipale qui fonctionnait comme elle fonctionnait précédemment, c'est à peu près 80 000 euros de fonctionnement par an. Si vous voulez qu'elle soit plus efficace à faire tourner au quart d'heure, comme j'ai pu entendre, ou faire du service à domicile, vous multipliez le budget par 3 ou 4. Un budget multiplié par 3 ou 4, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est un point d'impôt sur Ramonville? C'est 70 000 euros. Ça veut dire 4 ou 5 points d'impôt de plus. Donc je vous le dis, elle ne pourra pas financer ce projet. C'est quoi une navette Le covoiturage. Pardon, excusez-moi, le covoiturage solidaire. C'est justement quelque chose qui ne coûte pas à la collectivité. Et c'est quelque chose qui va dans le même sens que ce que nous avons évoqué tout à l'heure par rapport à l'habitat intergénérationnel. Ça permet de créer du lien. Et Ce qui veut dire que nous avons des associations avec lesquelles nous travaillons sur le territoire du Sicoval et des associations qu'on a invitées à venir sur notre territoire et des initiatives qu'on est en train de prendre sur notre territoire pour créer ce covoiturage solidaire, c'est-à-dire que ce sont parfois des retraités, parfois des étudiants qui viennent chez nos concitoyens pour les amener chez le médecin, aux courses, etc., etc. Ça crée du sens, bien plus qu'une navette, ça crée du sens parce que ça crée du lien entre nos concitoyens sur le territoire. parfait. Alors, on va, si vous le voulez bien, parler de la démocratie locale et la participation citoyenne. On l'avait déjà évoqué lorsqu'on s'était eu au téléphone sur votre bilan. Là, vous voulez proposer la création d'un conseil de seniors, je l'évoquais juste avant, et puis refonder les conseils de quartier. Pourquoi un conseil des seniors? Qu'est-ce qui fait que vous, d'ailleurs, vous ne l'ayez pas fait avant? Alors, le Conseil des seniors, il a existé, mais c'était une forme qui a été, déviée par rapport à sa première intention. Plutôt un club d'animation. Pas besoin de club d'animation sur notre territoire. On a des associations qui sont très bien, Amitié, Solidarité, on a Arc-en-Ciel, AVF, on a un tissu associatif extrêmement important sur notre territoire, donc on n'a pas besoin d'avoir de club d'animation, et donc on a besoin d'avoir autre chose sur le Conseil des seniors. Le Conseil des seniors, pour moi, il a l'objectif essentiel de travailler sur ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le covoiturage solidaire, la question du logement intergénérationnel et de la colocation intergénérationnelle, la question de la lutte contre l'isolement, et la question, parce que nous avons signé une charte qui est très importante, c'est la ville amie des aînés. Comment est-ce qu'on pense la ville de façon à intégrer les seniors et leurs besoins au quotidien, que ce soit dans les services publics, dans l'accès au commerce, aussi bien que chez eux, comment ils vivent pour lutter contre l'isolement et se retrouver, j'allais dire, dans une communauté de vie qui est celle des Ramonvilloises et des Ramonvillois. D'accord. Vous refondez les conseils des quartiers, associez les citoyens tirés au sort à l'élaboration du budget communal et un droit d'initiative citoyenne et de référendum local. Ça, ce sont des choses que vous voulez mettre en place. Quelles sont les limites, par exemple, quel est le pouvoir décisionnel que pourraient avoir, par exemple, des citoyens tirés au sort et dans le cadre d'une élaboration du budget, par exemple? Il faut bien comprendre. Est-ce que vous avez déjà fixé des limites? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un cadre? Il faut bien comprendre la nécessité de refonder les conseils de quartier. On a des conseils de quartier qui sont larges, parfois trop larges. Et on le voit bien quand on regarde les initiatives qui sont prises dans les quartiers. On a besoin de redonner de la proximité. Donc c'est cette idée-là de refonder les conseils de quartier en les ramassant en termes géographiques de façon à ce qu'on soit plus sur la réalité d'un quartier ou d'un secteur urbain, là où l'on vit. Premier élément. Deuxième élément, sur la question des initiatives, du référendum, d'initiatives citoyens, des budgets participatifs.
Nous avons déjà travaillé sur ces questions-là avec l'Assemblée citoyenne. On n'a pas formalisé un cadre parce qu'on considère qu'on a besoin, et ça sera le travail donc, de la prochaine Assemblée citoyenne, de finaliser le cadre de ce que l'on souhaite avec eux en termes de co-construction. Alors, est-ce qu'à la fin, si votre question c'est ça pour être simple, sans être simpliste, c'est est-ce qu'ils vont voter le budget? Réglementairement, ce n'est pas possible. Donc nous avons besoin, par contre, d'avoir un regard de nos concitoyens, une explication aussi auprès de nos concitoyens, et des avis portés, un peu comme un CESR, on va dire ça comme cela, pour essayer d'être... Mais c'est pas la même chose. Oui. Mais en tout cas, un avis sur ces questions budgétaires-là, pour pouvoir les travailler avec eux plus régulièrement. Sur les référendums, par exemple, c'est toujours en discussion par rapport sur quelle thématique il pourrait, à partir de quand il pourrait déclencher un référendum, tout ça, c'est tout à fait, ça a été évoqué avec l'Assemblée citoyenne, on a des idées avec eux, maintenant il va falloir l'affiner et l'approfondir pour arriver à faire en sorte de trouver le cadre qui nous permette de le mettre en œuvre. D'accord. La vie associative, vous l'avez dit, elle est très vivace à Ramonville, et ce depuis des années. Vous envisagez la création d'un tiers-lieu convivial au cœur de la ville. C'est quoi un tiers-lieu pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est très tendance aujourd'hui, et qu'est-ce que vous envisagez dans ce tiers-lieu, à quoi il serait destiné et vers quelle population il serait tourné? C'est un espace où vous pouvez retrouver l'ensemble de ce que je viens d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un espace où vous allez pouvoir avoir, au travers d'une association, au travers d'une coopérative, la possibilité... Alors ce tiers-lieu est tenu par une association, comment ça se peut faire? Ou une coopérative, c'est ça qu'on doit construire. Juste de boire un verre, un café, de lire un livre, mais aussi de participer à une formation ou à un café-débat autour de la bifurcation écologique, par exemple. En fait, c'est de l'éducation populaire permanente. La capacité de pouvoir accueillir toutes et tous dans un espace où on peut juste y passer, s'y reposer, boire un café, et puis ensuite vaquer à ses occupations. Vous savez où est-ce qu'il pourrait se situer? Sur la plage Jean Jaurès, c'est effectivement, ça fait partie des espaces sur lesquels on souhaite recréer la continuité du cœur de ville. On a travaillé sur la place Marnac. Il est important de pouvoir travailler sur la place Jaurès demain. C'est celle où on a les équipements culturels. Et donc, si le plus besoin de trouver un espace où les gens puissent, ne serait-ce qu'en sortant du cinéma ou de la médiathèque ou du centre culturel, aller prendre un moment, passer un moment en famille ou entre amis. Est-ce que c'est pas le problème, justement, à Ramonville, cette histoire de cœur de ville? Lorsqu'on regarde ça d'un peu d'extérieur, on a l'impression que Ramonville, c'est très dispersé, très dispatché, avec des quartiers qui sont très éloignés les uns des autres, sans qu'il y ait véritablement de cœur de ville. Peut-être que je me trompe, d'ailleurs. D'ailleurs, certains de vos opposants, notamment la liste écologie, Ramonville Écologie, prévoient d'avoir une politique de petits bourgs. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée? Et est-ce qu'en effet, il n'y a pas un problème spatial à Ramonville autour de la question du cœur de ville? Alors, c'est déjà inscrit dans notre PLU que nous avons travaillé autour de d'un cœur de centralité, on va dire ça, d'un cœur de ville, plutôt un cœur de centralité, et des espaces commerciaux qui peuvent amener à cette logique qui est tout à fait juste de petits bourgs. Mais il faut comprendre que Ramonville a une histoire. Ramonville, c'est la jonction de deux villes, Ramonville et Sainte-Agne. Ici, là où nous sommes au local de campagne, nous sommes sur Sainte-Agne. Oui. Côté Hauteville, vous êtes sur Ramonville. Et quand on a rassemblé ces deux villages, on a mis la mairie au milieu, pour plaire à tout le monde. Vous savez, ces décisions qui sont ni de gauche, quoi. Pour plaire à tout le monde, on met au milieu. Sauf que ça a été une mauvaise décision. Parce qu'au final, la mairie s'est retrouvée dans un espace où il n'y avait rien, dont tout a été construit par la suite. Et là où on a une difficulté qui s'est construite avec le temps, c'est l'aménagement urbain qui a été fait sur la collectivité. Le fait qu'on soit traversé par une contournante dans les années 70 modifie complètement la ville de Ramonville. Parce qu'on pouvait traverser Ramonville en 110 km/h. Cette contournante, elle a cassé le dynamisme, j'allais dire, des villes qui se construisaient par la route à une époque, notamment par la RN 113, que chantait Charles Trenet d'ailleurs assez régulièrement pour expliquer comment les villes se développaient. Eh bien ça n'a pas pu être possible. Et donc tout l'enjeu. Et puis, suite à cela, je fais rapide pour votre émission, mais et ensuite on a eu
un urbanisme qui s'est fait de manière non maîtrisée et par quartiers qui ne se pensaient pas et regardaient pas entre eux. La Cité Rose a été construite contre le boulevard François Mitterrand, un peu en impasse. Port Sud, avec ses ports, très jolis, son port, pardon, très joli, mais en même temps construit aussi en impasse. Donc on ne pensait pas à la réflexion de ces quartiers. Et c'est depuis 1977, Francis Parousse, mon prédécesseur, et Pierre Cohen, et moi-même, qu'on a repensé cette question de l'urbanisation pour essayer de lier les quartiers entre eux. Et vous avez des éléments très simples, hein. Le boulevard François Mitterrand, qui était à 110 km/h encore il y a quelques années, est maintenant à 50 km/h. On le traverse à pied. Ce sont des éléments importants. Et quand on parle notamment de la plage Jaurès, on parle de tourner les équipements publics. C'est-à-dire que les équipements publics, ils se répondent, mais ils ne sont pas connectés à la ville, par exemple, ne sont pas connectés au collège derrière. Donc on a pensé cela de façon à corriger ces erreurs d'urbanisation qui ont eu lieu jusque dans les années 70 et qui ont amené à cette difficulté que nous avons de ne pas avoir de cœur de ville. Et ensuite, il faut identifier le cœur de ville. Et c'est ce qu'on a fait dans la continuité entre l'hôtel de ville, la place Marnac et la place Jean Jaurès qui fait cette continuité de cœur de ville. D'accord. Alors on va terminer sur la question de l'handicap et de l'inclusion, puisque Ramonville, là aussi, est très impliqué depuis des années sur ces questions-là. Vous proposez de créer une handibox pour rendre accessibles les événements culturels. Alors, je ne savais pas ce que c'était le handibox. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est l'handibox et puis nous dire aussi un petit mot sur l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Là aussi, qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour vous que l'habitat inclusif pour les personnes porteuses de handicap? Alors, d'abord l'handibox. L'handibox, c'est un dispositif qui permet à une association qui proposerait un événement culturel, etc., de l'adapter pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Nous, on met à disposition ce matériel pour qu'ils puissent adapter. Et bien entendu, on les accompagne, on les forme, etc. Parce que souvent, dans l'accessibilité aux équipements culturels, c'est fait. Le cinéma, on l'a mis en place. Sur le centre culturel, Artaud y travaille aussi. Mais parfois, les associations plus petites, qui font des événements qui sont plus confidentiels ou de moins grande importance, peut-être, devrais-je le dire, ont besoin d'outils pour pouvoir permettre cette accessibilité. Donc c'est ça. D'accord. L'handibox, et y compris parfois sur des équipements, sur des manifestations aussi portées par la collectivité. Donc c'est la collectivité qui l'achète et c'est mis à la disposition des associations. Tout à fait. L'habitat inclusif, c'est un habitat qui a vocation à faire en sorte que c'est porté par des associations ou des bailleurs. C'est ce qu'on appelle de l'habitat spécifique. C'est réglementé aussi dans le cadre de notre plan local d'urbanisme et notre PLH avec le SICOVAL. C'est de permettre en fait un habitat qui soit adapté aux jeunes ou aux moins jeunes à leur handicap, mais en même temps qui soit partagé éventuellement avec d'autres et avec d'autres générations, sans forcément être dans une logique que de handicap, de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose et qui soit totalement inclusif au sens du mieux vivre et du partage au sein de la collectivité. D'accord, c'était important de le dire. J'allais oublier une question puisqu'on l'avait évoquée ensemble la dernière fois, mais il faut y revenir. C'est la question de la sécurité et la tranquillité publique. J'ai lu que vous proposez d'augmenter les effectifs de la police municipale. Combien d'agents supplémentaires, si c'est le cas, et vous évoquez aussi l'usage d'outils technologiques complémentaires, proportionnés et encadrés. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Très simplement, on ment à nos concitoyens quand on parle de la question de la vidéo résolution en indiquant que ça va les protéger ou réduire la délinquance. C'est pas vrai. On ne dit pas la vérité à nos concitoyens quand on dit Ramonville pour tous ne souhaite pas développer de la vidéo, des outils technologiques sur son territoire. On le fait sur le parc du Canal. La vraie question, c'est celle de l'humain dans la question de la sécurité. Je préfère, sur le territoire de Ramonville, avoir de la vidéo résolution. Parce que la vidéo résolution, c'est quoi? C'est ce qui existe partout en France et il n'y a pas d'autre exemple contradictoire à celui-ci. C'est-à-dire une vidéo qui va filmer et permettre la résolution éventuelle d'un acte délictuel. Sauf que la résolution d'un acte délictuel, vous devez le savoir, lié à la vidéo, nécessite une réquisition du procureur de la République, et je ne sais pas si vous le savez, comme il y a taux de réquisition du procureur de la République. Oui, vous me l'aviez dit la dernière fois. 10%.
Voilà. Et le procureur de la République réquisitionne sur quoi? Il va réquisitionner sur du viol, du meurtre, de l'attentat, des attentats. Ce qui pose une question fondamentale sur notre territoire. Protéger nos concitoyens, c'est d'abord les protéger avec de l'humain, de la présence humaine, parce que la caméra ne va pas les protéger et le procureur ne réquisitionnera pas sur des actes délictuels du quotidien. Très clairement, la justice n'a pas les moyens à l'heure actuelle, et c'est malheureux, n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Donc l'on dit, sur le territoire économique du Parc du Canal, on va développer de la vidéo, et de la vidéo résolution notamment. Par contre, je discute pour avoir des effectifs de gendarmerie supplémentaires, je crée les conditions pour pouvoir garder les gendarmes sur notre territoire en reconstruisant une gendarmerie, et je m'assure que nous restions en zone gendarmerie, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sur notre territoire des gendarmes en permanence, présents, 24 heures sur 24 et sur roue. Ça, c'est beaucoup plus efficace en termes d'action, j'allais dire, de sécurité publique. Et parallèlement à ça, notre police municipale, on l'a déjà renforcée, on a doublé ses effectifs et on prévoit de les augmenter encore à minima de 2 effectifs, de façon à permettre une présence plus forte, notamment en journée, sur les missions de prévention, les missions d'accompagnement, de règlement des conflits, notamment sur notre territoire. C'est une vision de la sécurité qui est une vision qui passe par la tranquillité publique. La sécurité et l'intervention des forces de sécurité intérieure est une chose, c'est du domaine régalien de l'État. Nous nous assurons la question de la tranquillité publique et de la prévention. Et pour cette prévention, on met des effectifs dans la police municipale, mais aussi on met des effectifs, ce qu'on propose dans notre programme, je regrette que vous ne l'ayez pas noté, dans l'éducation, et notamment les éducateurs, parce que vous ne pouvez pas faire un travail de fond en direction de nos concitoyens, d'accord, si vous ne travaillez pas sur la question de la possibilité qu'il puisse y avoir des déviances. Parce qu'un jeune, il ne va pas devenir délinquant parce qu'il est né délinquant. Parce que les conditions sociales et de son environnement lui ont créé cette nécessité-là. Enfin, pas cette nécessité, pardon, cette trajectoire-là. Et là, il faut qu'on ait des gens qui soient sur le terrain, des humains, des éducateurs, des gens pour les accompagner, pour les réinsérer, pour leur dire que le chemin n'est pas le bon. Et s'il y a acte délictuel, la réponse, elle doit être pénale. La gendarmerie et le juge. Ça, ce n'est pas les collectivités qui le font, c'est la responsabilité de l'État. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas un rôle fondamental sur la prévention, notamment avec de l'humain.